on va fermer la transcription. J'en ai pas besoin. Et c'est fait. Bien. Donc, bien, c'est un peu bizarre la triangulation. Je vais juste améliorer un peu la triangulation. Où est-ce qu'elle est? Tac. Trapèze auto. On devrait être en trapèze automatique. Alors ici, tiens. Hop là. Non. On va remonter. Ok. Voilà. Et ici, comment on fait pour sélectionner? C'est ça. Ajuster. Voilà. Nu. Voilà. Et là, il nous fait un trapèze automatique. Et donc, du coup, je vais pouvoir redescendre ça. Ça qu'il soit horizontal. Ah non, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Voilà. Pardon. Mais moi, ce petit défaut de réglage. Voilà. Voilà. Nous avons maintenant une magnifique image à peu près propre de notre exposé du jour et son affichage est bon. Bien. Donc, bonjour à tous. Vous êtes un peu moins nombreux que la semaine dernière ici dans la salle aujourd'hui. Nous allons donc poursuivre l'étude des engins, l'étude des aéronefs. Donc, ça va nous occuper aujourd'hui toute la journée pendant 2 heures. Nous avons passé en revue une toute petite partie de ce slide la semaine dernière, car nous n'avons parlé que de cette partie des aéronefs que sont les aérostats. Alors, ces trois-là. Donc, les aérostats qui utilisent des forces statiques, c'est-à-dire la poussée d'Archimède. Donc, sont dans cette catégorie les ballons à air chaud, alias montgolfière, les ballons à gaz et les dirigeables. Tous les autres aéronefs vont utiliser des forces aérodynamiques. Donc, on a une première catégorie dite aérostat. Nous avons vu ça la semaine dernière. La deuxième catégorie s'appelle les aérodiles. Les aérodiles parce qu'ils utilisent une force issue du mouvement, une force dynamique issue du mouvement. Donc, une force issue du mouvement. Et en l'occurrence, c'est parce qu'ils vont se déplacer dans l'air qu'ils vont pouvoir utiliser des forces issues de ce déplacement. Alors, on a besoin, pour rester en l'air, d'une force que l'on verra plus en détail dans une partie du cours qui s'appelle aérodynamique et mécanique du vol. Mais dans ce deuxième chapitre, que nous allons d'ailleurs traiter avant Noël, dans ce chapitre sur l'aérodynamique, on trouvera la même racine, on verra comment naissent ces forces. Pourquoi naissent des forces, mais il nous faut une force fondamentale qui est celle qui s'oppose au poids qui va nous ramener à la planète. Il nous faut une force qui va s'appeler la portance, qui va permettre à l'avion ou à l'hélicoptère ou à qui que ce soit, ULM, planeur, de compenser son poids. S'il n'y a que le poids, il descend, il tombe. Donc, pour rester en l'air, il faut une force qui soit à l'opposé du poids et qui me permette de rester en l'air et donc de voler. Cette force s'appelle la portance. La portance, elle va venir de surface portante. Alors, on va avoir, grosso modo, 2 grandes catégories d'aérodiles.
va accepter ces deux catégories un peu particulières. On va en prendre 4. On va prendre la première, ça s'appelle les avions. Alors, plutôt, on va appeler ça à voilure fixe. Donc, nous avons ici des aéronefs dont la surface portante, celle qui va créer de la portance, celle qui va me permettre de rester en l'air, est fixe. Ce sont déjà donc fixed wings, L fixe, surface portante, voilure fixe. Première catégorie, les avions. Premier grand groupe, les avions. Alors les avions, on les regroupe en avions légers, light aircraft, exactement ceux que l'on a en aéroclub. Avion léger, sa définition, c'est inférieur à 5,7 tonnes. C'est une définition. Moins de 5,7 tonnes, moins de 19 places. Peuvent être monomoteurs ou multimoteurs, peuvent être terrestres avec des roues ou des hydravions, mais sont considérés comme des avions légers s'ils font moins de 5,7 tonnes. Au-dessus, on n'est plus dans les avions légers, on va trouver toutes sortes de choses. Alors, beaucoup de choses qu'on va appeler soit des avions régionaux, des avions d'affaires, comme cela, là, par exemple. Voilà un Falcon. Business aircraft, avion d'affaires. Mais on peut trouver aussi des petits avions de transport régional, comme un Beech 1600, qui a, je crois, 30 places. Des ATR 42, 40 places. Voilà. Et puis, ça peut aller jusqu'à du très très gros, donc des avions de ligne, voilà, qui, eux, vont de quelques tonnes, bon, plus de 5,7, mais ça peut être de quelques dizaines de places, à jusqu'à, théoriquement, on pouvait emporter 600 personnes dans un Airbus A380, qui pèse 530 tonnes au décollage. Donc, on a les avions légers, avions d'affaires, ou divers. Bon, là, il y a toutes sortes de terminologies, mais qui ne sont pas des terminologies officielles, et grosso modo, qui vous donnent une idée des tailles. Alors, avion léger, c'est moins de 5,7 tonnes, mais c'est plus de 520 kg. En général. Ils peuvent faire moins, mais s'il fait plus de 520 kg, c'est obligatoirement un avion. On va voir pourquoi. Vous avez une deuxième catégorie d'aéronefs à voilure fixe, c'est les planeurs. Ça correspond bien à une classe. Là-dedans, d'ailleurs, vous aurez plusieurs classes. Donc ça, notamment celle-ci, là, c'est une classe, ça va s'appeler SEP. Single Engine Piston. Monomoteur à piston. Si on remplace le moteur à piston par une turbine, ça devient déjà une autre classe, SET. S'il y a deux moteurs, ça s'appelle un MEP. Voilà des classes d'avions. On va voir que les licences des pilotes vont avec les classes. Il faut une qualification de classe. Vous avez enfin, j'ai oublié de préciser qu'il y a une catégorie d'avions un peu particulière, pardon, c'est les avions de chasse, les avions de guerre. Donc ceux-ci, ils sont détenus et opérés par des autorités militaires. On n'a pas d'avions de chasse ayant des propriétaires privés en France. Il y a d'anciens avions de chasse qui ont été déclassés et qui sont rentrés dans une catégorie avions de collection,
qui sont propriétés de certaines associations ou de certains particuliers ou de musées comme à la Ferté-Alais, le musée Jean-Baptiste Salis. Ils ont des avions de chasse déclassés. Mais des avions de chasse actuels, il n'y a pas de propriétaire privé. Aux États-Unis, il y a des gens qui ont des avions de chasse. Alors, démilitarisés, bien sûr, c'est-à-dire qu'on enlève l'armement, mais la FAA est un peu plus souple que les autorités européennes sur la possibilité, si vous avez assez de sous sur votre compte en banque, d'acheter éventuellement un F-15. Un F-16, vous ne pourrez pas. Mais un F-15, vous pourrez. Je vais juste récupérer un stylo qui fonctionne. Donc, les planeurs est une catégorie, c'est une classe, ça s'appelle un sailplane ou glider. Les planeurs ont une voilure fixe, aussi ils ont des ailes fixes, qui vont lui permettre de voler grâce à la portance produite par ses ailes et la vitesse du planeur. Le planeur n'a pas de moteur. Il a les caractéristiques générales d'un avion, d'un aéronef, c'est-à-dire qu'il est capable de se mouvoir selon les 3 axes. Où est-il passé, mon planeur là? On me l'a volé. On m'a volé mon planeur. Bah, il était là tout à l'heure. Ah oui, il est là. Bien vu. Voilà. Donc, le planeur, comme un avion, a des surfaces portantes que sont les ailes. Il a des gouvernes qui vont lui permettre de se déplacer dans les 3 axes. Et donc, il va pouvoir, exactement comme un avion, se déplacer dans les 3 dimensions, sauf qu'il n'a pas de moteur. Donc, nous verrons qu'il utilise une force aérodynamique. Sa portance va être la même, elle va venir de sa voilure fixe, mais elle ne va être produite que par le mouvement descendant du planeur. On a une 3e catégorie, les ULM, abréviation pour ultra léger motorisé. ULM. En anglais, ultralights. Alors dans les ULM, vous en voyez 4 ici. Vous en voyez 4, sauf que celui-ci n'est pas un ULM, il est mal classé. Il devrait être dans la catégorie parachute. Et on verra. Vous voyez ici 3 catégories différentes d'ULM. Il y a en fait ici 6. Là aussi, ce sont des classes d'ULM. Il y a 6 classes différentes. Ouais, ça, il faut les connaître. Elles sont d'ailleurs dans le document Connaissance des aéronefs. Étude des aéronefs. Vous avez le tableau, ici, des 6 catégories d'ULM à l'intérieur du tout début. Donc là, l'aérostation est rappelée. Les classes d'ULM, c'est à la page, je ne sais plus combien. Voilà, hélicoptère, donc les aérodynes, deltaplane, pendulaire, parachute, moteur, avion, machin, et puis structure des avions. Ah bah tiens, il ne vous redonne pas là. Les catégories d'ULM, elles sont, ah bah c'est dans le document sur la réglementation. Voilà. Alors en fait, il y a 6 catégories. La première catégorie, c'est les paramoteurs. Alors, les paramoteurs, c'est rien d'autre qu'un parapente qui ne devrait pas être dans cette catégorie parce qu'il est ici dans la même catégorie que les parachutes. Paramoteur, c'est un parapente avec un moteur. Et juste le type, là, il a un gros sac à dos avec dedans un moteur et au bout du moteur une hélice. Ce qui lui permet d'avoir de la vitesse et donc d'avoir de la portance. Les pendulaires. Donc, ce sont des pendulaires. En voilà un.
Voilà, pendulaire. Là-dedans, tu as les delta planes ou des choses comme ça. D'accord? C'est celui-là non plus. Celui-ci est un pendulaire. Donc, on a un delta, une aile delta avec dessous une nacelle et un moteur et une hélice dedans, soit devant, soit derrière. Et on contrôle le mouvement avec le déplacement du centre de gravité. On a les ULM 3 axes. Alors, 3 axes, ça veut dire que c'est exactement comme un avion. Vous en avez d'ailleurs un garé sur le parking, là. Est-ce que c'est un ULM celui-là ou est-ce qu'il est immatriculé comme un avion? Non, il est Delta Mike, donc c'est un ULM. Ça, c'est un ULM. Pourtant, ça a la même tête qu'un avion. Alors, pour être un ULM, il doit faire moins de 520 kg, moins de 100 chevaux comme moteur, moins de 100 chevaux vapeur et moins de 3 places, c'est-à-dire maximum 2 places. Voilà. Si l'une de ces 3 conditions n'est pas remplie, autrement dit, vous faites un machin qui certes fait moins de 520 kg, moins de 100 chevaux, mais qui a 3 places, c'est un avion. Si vous faites un machin de 2 places de moins de 520 kg, mais avec un moteur de 150 chevaux, c'est un avion. Si vous faites un machin de moins de 2 places, bon, de 2 places, moins de 100 chevaux, mais qui fait 550 kg, c'est un avion. Il ne peut pas rentrer dans la catégorie ULM. C'est plus un ultra léger motorisé, vous devez le faire certifier comme un avion. Enfin, il y a 3 autres catégories. Il y a les autogyres. On va voir après à quoi ça correspond. Les autogyres, c'est ça. Il devrait être dans la catégorie ultra léger en France. Les ballons dirigeables ultra légers. Les dirigeables ultra légers. Donc c'est un ballon, au lieu d'être une aile delta ou un parapente, c'est un ballon avec un moteur. Et enfin, les hélicoptères ultra légers. Alors, eux, ils ont une contrainte de poids un tout petit peu différente et une contrainte de puissance qui est de 150 chevaux au lieu de 100. Un hélicoptère a besoin de plus de puissance qu'un avion pour pouvoir se sustenter, pouvoir rester en l'air. Voilà. Okay. Voilà les 6 classes d'ULM. Après, nous avons toujours des aérodynes. Je vais mettre en place ces deux catégories-là. Là, les autogyres ne sont pas exacts. En fait, les autogyres sont en France des ultra légers, mais ils sont considérés, la plupart des autogyres sont des ultra légers. Il n'y a pas beaucoup d'autogyres qui ne soient pas ultra légers. On a une deuxième grande catégorie d'aérodynes qui sont les voilures tournantes. Les voilures tournantes, eh bien, ce sont 2 grands groupes. Les hélicoptères et les autogyres. Alors, il se trouve qu'en France, on n'a quasiment aucun, je pense qu'il n'y en a même aucun, autogyre classé comme autogyre CS, je ne sais plus combien, la catégorie valeur tournante. Tous les autogyres français sont des autogyres qui sont en même temps ultra légers, dans la catégorie ultra léger. Mais le principe de fonctionnement, la différence, que l'on va voir tout de suite,
c'est que, ici, vous voyez que les ailes sont fixes. Okay? Les ailes sont fixes. Autrement dit, pour avoir de la portance, il faut que j'avance dans l'air. On verra ça en aérodynamique, mais ce qui n'avance pas tombe, alors que ce qui avance vole. Ok? Non, c'est la différence. Hein. Là, ça vole. Si je n'avance pas, ça tombe. Donc, il faut que la voilure reçoive de l'air pour générer de la portance. Pour générer de la portance sur une voilure fixe, eh ben pour que l'aile avance, comme la voilure est fixe, il faut que le tout avance. Okay? C'est ça. Il faut que la totalité de la structure avance dans l'air pour obtenir de l'écoulement d'air et de la portance. On a assez rapidement inventé un truc où on s'est dit, mais pourquoi déplacer tout alors que je peux ne déplacer que l'aile? Et donc l'hélicoptère, le principe, c'est que les pales du rotor, là, c'est pas tout à fait comme une hélice, c'est exactement comme des ailes. Elles ont d'ailleurs la même forme. Elles sont bombées dessus et plates en dessous. Eh bien, les pales vont tourner dans l'air, et comme la pale tourne dans l'air, elle génère de la portance. Je fais donc tourner sur elles-mêmes mes ailes, qui vont me créer de la portance et vont me permettre de me soulever. Et l'intérêt, c'est qu'évidemment, je ne déplace que les ailes, mais pas le reste de la structure. Et ça donne la possibilité de faire quelque chose qu'un avion ne sait pas faire, c'est du vol stationnaire. Je peux faire un vol stationnaire, c'est-à-dire que ma structure est immobile parce que le rotor tourne et me donne la portance. Ok? C'est clair? Donc c'est le rotor, c'est-à-dire une voilure tournante, qui va me donner la portance. Alors il y a des rotors simples, il y a des appareils qui ont des rotors doubles, contrarotatifs. Ils ont deux groupes de pales, deux rotors, qui tournent chacun dans un sens différent. Ça a quelques avantages qu'on va voir tout à l'heure. Ça a des inconvénients aussi. Ces hélicoptères ont donc un rotor motorisé. Donc le rotor donne la portance. Que fait un hélicoptère? Un hélicoptère a un très gros moteur, souvent une turbine. Les tout petits hélicoptères ont encore un moteur à piston. Mais comme il faut évidemment très vite des très grosses puissances pour engendrer une portance suffisante, évidemment, très vite, ce sont des turbines qui alimentent la rotation du rotor. Le rotor, qui est donc va tourner, et comme il tourne sur lui-même, il va engendrer une force. Il va engendrer une force, la portance. Donc, ça va permettre à l'hélicoptère de se soulever. Il faut savoir que, contrairement à beaucoup d'idées reçues, la vitesse de rotation des pales d'un hélicoptère est quasiment constante. Elle varie très très peu. Il faut donc ici avoir un moteur qui fait tourner le rotor à la vitesse suffisante pour créer de la portance. Ceci étant, la portance, elle peut varier. On peut l'augmenter ou la diminuer grâce à l'incidence des pales. Le pilote va mettre de la puissance pour obtenir la bonne rotation, la bonne vitesse de rotation,
une fois qu'il a la bonne vitesse de rotation, il peut faire jouer l'incidence des pales. Il peut faire bouger les pales. S'il augmente l'incidence des pales, il va augmenter la portance. S'il diminue l'incidence des pales, il va diminuer la portance. Donc ça va permettre à l'hélicoptère de monter, mais verticalement, hein, toujours dans un vol stationnaire. Comment avance-t-il? Comment un hélicoptère fait-il pour avancer? Eh bien, non seulement le pilote va faire varier l'incidence des pales pour obtenir de la portance, mais il va surtout faire basculer en avant son rotor, avec ce qu'on appelle le pas général. Le pilote d'hélicoptère va, grâce à son moteur, qui entraîne le rotor, lequel rotor crée une force de portance. Que va-t-il faire? Il fait basculer le rotor en avant, ce qui fait que la portance bascule en avant, et du coup, il bascule en avant et il entraîne l'hélicoptère. Est-ce que vous avez déjà vu un hélicoptère au décollage? Il met de la puissance et très très vite, très rapidement, il donne très progressivement, il met du pas cyclique en avant et du manche en avant, et du coup, l'hélicoptère se met à accélérer et c'est là qu'il peut commencer à monter. Il bascule son rotor en avant et ça lui permet d'accélérer. L'effet pervers que produit la rotation du rotor, c'est que si le rotor tourne dans ce sens, eh bien, il crée une inertie, sans compter la traînée, la résistance de l'air, qui fait que le rotor a tendance à mettre la cellule qui est en dessous de lui en rotation. Donc, on a un effet pervers qui est que la cellule va se mettre à tourner dans le sens inverse. Et donc, pour empêcher la cellule de tourner, on va mettre ici une petite hélice, un petit rotor, qui va créer un couple qui s'oppose à la rotation de l'hélice. En effet, si j'ai un gros rotor là-dessus, qui tourne comme ça, la cellule va avoir tendance à tourner dans le sens opposé. Donc, je vais mettre une petite hélice ici qui va empêcher la cellule de se mettre à tourner sous l'hélice. Pour que le rotor tourne, lui, il va entraîner la cellule dans le sens contraire. Donc, pour empêcher ça, on va mettre un rotor anti-couple. Donc, vous voyez ici, l'hélicoptère, le rotor est motorisé et c'est le rotor qui lui permet d'avoir et de la portance et de la traction pour se déplacer. Inversement, s'il veut ralentir, que va-t-il faire? Il va légèrement cadrer son appareil et mettre du pas cyclique à l'opposé et l'hélicoptère va ralentir pour reprendre une position en vol stationnaire. L'autogire a un rotor libre. Autrement dit, son rotor n'est pas connecté à un moteur. C'est un machin qui tourne dans le vide. Alors, au départ, on va lui donner, avec un tout petit bout de moteur électrique ou un truc comme ça, on va lui donner un peu de vitesse. Parce que s'il est totalement immobile, il ne fonctionnera pas. Donc, on va lui donner une petite vitesse initiale. On va le lancer. Mais l'autogire, lui, il va avoir un moteur. Donc, il va avoir un rotor libre. Et en fait, l'autogire, il va avoir ici un moteur avec une hélice. Une hélice qui va lui donner de la vitesse. Alors, en général, il a des roues. Là, il y a une hélice. Elle est souvent propulsive. Les premiers autogires avaient une hélice devant qui était une hélice tractrice. Mais très très vite, on s'est rendu compte que ça avait plein d'effets pervers. Donc, on préfère mettre une hélice derrière. Pourquoi? Parce que là, l'air est un peu turbulent. Donc, mettre l'hélice devant, c'est envoyer de l'air turbulent dans le rotor et ça n'a pas que des conséquences intéressantes, même plutôt désastreuses. Donc, on va mettre une hélice
hélice qui va donner de la vitesse à notre autogire. Et comme il va donner de la vitesse, le rotor libre va se mettre ce qu'on appelle en auto-rotation. En effet, sur un rotor, que ce soit d'hélicoptère ou un autogire, il se trouve que les pales n'ont pas la même inclinaison selon qu'on est la pale montante ou la pale descendante. Quand un hélicoptère avance, il y a forcément une pale qui remonte contre le vent et une pale qui, elle, descend dans le vent. Donc forcément, la vitesse de l'air qui passe sur la pale qui monte est plus importante que la vitesse de l'air qui va sur la pale qui descend. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle un pas cyclique qui fait que les pales vont changer d'orientation au fur et à mesure qu'elles vont avancer. Quand elle sera là, elle sera peu inclinée, puis là, elle va s'incliner plus, et quand elle va être là, elle va être très inclinée, de façon à ce que le vent pousse la pale. Comme le vent relatif, vu que j'avance, d'accord, il y a de l'air qui vient. Cet air qui vient pousse la pale descendante en arrière. Ce qui veut dire que ça va pousser la pale montante en avant. Donc le simple fait d'avancer va produire ce qu'on appelle une autorotation. Le simple fait d'avancer dans l'air va pousser les pales descendantes, ce qui va obliger la pale montante à créer de la portance. Et donc le simple fait d'avancer dans l'air va faire tourner le rotor sur lui-même, et comme le rotor tourne sur lui-même, il crée de la portance. Alors évidemment, cette portance qui est créée là est de bien moins grande intensité que la portance que je peux créer, notamment sur un hélicoptère lourd avec un énorme moteur et là un rotor à 5 pales, comme sur celui-ci qui doit être, c'est quoi ça? C'est un Seeking ou c'est un Frelon? Je sais pas. Bon, on ne voit pas bien, la photo n'est pas terrible, mais ça c'est des gros machins hein, qui pèsent, qui peuvent peser plusieurs dizaines de tonnes. L'autorotation là-dessus, elle n'est pas terrible. C'est pas un hélicoptère léger comme ça, et c'est surtout pas un autogire qui fait 200 ou 300 kg. Donc, le phénomène d'autorotation, il existe partout. D'ailleurs, si un hélicoptère On n'a plus de son, monsieur.
Monsieur, on n'a plus de son. Excusez-moi, de temps à autre, le micro, je ne sais pas pourquoi, il se désactive. Vous avez bien fait d'intervenir. Si jamais ça se reproduit, n'hésitez pas. Hein. Merci. Alors, les parapentes ne sont pas des ultra légers. Ça, c'est réglementation américano-anglaise. Mais rentre dans la catégorie parachute. Donc, on a cette fois-ci toutes les voilures. Alors, c'est un peu comme des voilures. Ça devrait être dans la catégorie des voilures fixes, mais ils ont une caractéristique particulière, c'est que cette voilure, elle est pliable. Voilà, elle est souple, elle est pliable. Souvent, le parachute, il a une trajectoire qui est verticale. Le parapente a une surface qui est très différente, qui est beaucoup plus grande, qui est bombée. Elle a des caissons qui ont la même forme qu'une aile d'avion ou de planeur. Donc, quand vous regardez le parachute, en fait, sa forme est relativement plate. L'objectif, c'est de freiner celui qui descend. Par contre, le parapente, il a une forme bien plus incurvée. Il est beaucoup plus large. Il a une forme incurvée et relativement épaisse, de façon à créer de la portance. Donc, contrairement à un parachute qui ne peut absolument pas monter, il sait faire que descendre. Il sait faire que descendre et l'objectif, c'est minimiser la vitesse de chute pour que le bonhomme accroché en dessous arrive vivant quand il arrive au sol. Le parapente peut, comme le planeur, utiliser les mouvements de l'air environnant pour monter. C'est comme ça que le parapente en montagne permet éventuellement de rester pendant des heures le long des parois, voire partir d'un milieu de vallée et aller jusqu'à un sommet pour redescendre ensuite. Et donc utiliser les courants ascendants, que ce soit des courants thermiques ou des courants dynamiques, c'est-à-dire que ce soit de l'air chaud ou que ce soit le vent le long des parois. Les parapentes, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a appelés parapentes, parce que justement, ils ont des chances d'évoluer fortement que dans des régions de montagne au départ. Il n'empêche que là, récemment, il y a un Français qui vient de battre un record européen de distance en parapente en allant de la région parisienne jusqu'en Dordogne, je crois. Il a fait 450 km en parapente, uniquement en utilisant les courants thermiques, en utilisant de l'air chaud, comme les planeurs. Voilà. Donc ces gens-là, là, les parachutes, c'est une voilure qui est fixe, certes, qui est souple et qui ne permet que, a priori, de descendre, sauf si vous avez la possibilité d'exploiter un courant d'air chaud. Vous avez une quatrième catégorie tout à fait particulière d'aéronefs, d'aérodynes, que sont les fusées. Les fusées, alors les parachutes n'utilisent que la viscosité de l'air ou éventuellement sa portance. C'est un aérodyne, il utilise une force aérodynamique, qui est soit juste l'écoulement autour du parachute ou l'écoulement sur la surface. Les fusées utilisent la propulsion par un moteur fusée. Alors vous avez toutes sortes de fusées, mais on va dire que si on veut vraiment simplifier les choses, il y a celles qui sont verticales et celles qui sont horizontales. Celles qui sont verticales, vous les connaissez, c'est celles qui vont essentiellement servir à la conquête spatiale, à mettre en orbite des satellites, qu'ils soient habités ou non. Ceci étant, il y a quand même des fusées dont la trajectoire initiale est verticale, mais dont l'objectif est d'emporter une bombe ou une charge explosive chez l'ennemi. Voilà, ça s'appelle des missiles intercontinentaux, donc, qui eux, effectivement, font une trajectoire grosso modo parabolique. Mais vous avez aussi des missiles air-air, voilà, ou air-sol, dont l'objectif est une trajectoire rectiligne. Alors, ils n'ont aucune surface portante, ils n'ont pas d'aile. Ils ont éventuellement des gouvernes pour se diriger, parce que c'est intéressant. Un missile, c'est quand même plus intéressant à diriger qu'à ne pas diriger. Sinon, c'est une balle. C'est dire pour ça qu'on a inventé le missile, c'est parce qu'il peut suivre sa cible.
Donc, il a des gouvernes pour se diriger, mais il a surtout un moteur extrêmement puissant, un moteur fusée, que ce soit sur des fusées civiles ou sur des missiles à objectif militaire. Le moteur fusée va lui donner une force extrêmement importante, une vitesse très importante, et grâce à cette vitesse, et c'est le flux du moteur qui va servir à le diriger, qui va servir à le maintenir en l'air. Il n'a pas de surface portante et il a uniquement des gouvernes pour justement assurer son assiette et sa direction. Même les fusées civiles qui lancent des satellites ou des charges civiles en orbite ou dans l'espace ont des systèmes de gouvernes pour les diriger, pour les stabiliser. Sinon, elles partiraient vite en sucette. Voilà toutes les classes d'aéronefs. OK ? Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qui les compose. Alors, on ne va pas beaucoup rentrer dans le détail de tout ce qui est notamment parachute. On va parler un petit peu des moteurs fusées sur la fin de cette partie, parce que ça fait partie du programme. Mais on va surtout s'intéresser aux voilures fixes, c'est-à-dire les avions planeurs et leurs versions ultra légers. Que ce soit des 3 axes ou des pendulaires, on va retrouver les mêmes notions de structure que pour les avions. Alors voilà quelques illustrations de ce que je viens de vous expliquer. Voici quelques photos d'une montgolfière. Montgolfière dont le principe de sustentation, comme je vous l'ai expliqué il y a 15 jours, est le fait que l'air qui se trouve là-dedans est chaud. Il est donc plus léger que l'air qui l'entoure, ce qui produit une poussée d'Archimède vers le haut. Donc ici, dans la cellule, on a des brûleurs de propane qui crachent de l'air très très chaud dans cette enveloppe de façon à le maintenir en l'air. Montgolfière, hot air balloon. Il manque un T d'ailleurs. Montgolfière, c'est moins un T. Voilà les fusées. Celles-ci, elles sont exposées d'ailleurs ici à Paris, à côté du Bourget, au Bourget, dans le musée de l'air et de l'espace, vous trouverez ces 2 exemplaires de Ariane 4 et Ariane 5. Vous avez quelques autres illustrations. Voici par exemple un joli planeur. Celui-ci est un ASK 21. Planeur biplace, école. Vous voyez que ce planeur n'a pas de moteur. Par contre, il a des surfaces portantes très grandes, des ailes relativement longues. Et on verra pourquoi dans le chapitre aérodynamique. Un planeur, voilà un motoplaneur. Donc ça, c'est un planeur, mais dans lequel on a mis un petit moteur qui lui sert à décoller. Et puis après, une fois qu'il a décollé, il coupe son moteur et c'est un planeur. Il vole sans moteur et il est capable de voler des heures sans moteur. Il peut éventuellement se servir de son moteur si ça ne marche pas bien parce qu'il ne trouve pas d'air chaud, parce qu'il ne peut pas rester en l'air. Ce moteur peut éventuellement lui servir à rentrer à la maison. Voici un parachute. Ça, c'est typiquement des parachutes sportifs. C'est un parachute relativement court, par contre assez épais et avec une capacité de manœuvre importante. Ça, c'est utilisé pour des gens notamment qui font de la chute libre ou des choses comme ça. Voici un avion léger, on appelle un avion léger. Donc, ce sont des avions, voilà un monomoteur à piston. Donc, il a un seul moteur, avec à l'intérieur un moteur à piston, on verra ça tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, oui, non, c'est le 3e cours, c'est tous les groupes motopropulseurs. Voilà, avion typique d'aéroclub. Celui-ci est un Robin DR400, avion français, fabriqué à presque 5000 exemplaires. Grand succès dans le monde entier. Très utilisé dans les aéroclubs parce que léger, économique, très maniable et surtout extrêmement stable et démonstratif pour les élèves. Voici un hélicoptère. Hélicoptère typique ceux de la sécurité civile. C'est un EC-145. Alors maintenant, ils ont changé EC-45, il s'appelle H-145. Et ça, c'est parce que ça s'appelait Eurocopter et maintenant c'est Airbus hélicoptère à H145. C'est l'hélicoptère principal des forces de gendarmerie ou de la sécurité civile ou des secours en montagne ou en mer. C'est biturbines, 2 turbines ici, 2 très grosses turbines. D'ailleurs, je crois que ce sont 2 fois 800 chevaux, un truc comme ça.
Voilà, qui alimente la rotation d'un rotor à 4 pales composite, qui est un très très beau succès industriel et commercial de Airbus Hélicoptère. Alors maintenant, nous allons rentrer dans la structure même. Là, on va commencer à s'occuper de ça. Ce tableau est une cochonnerie. Il y a eu des gens qui ont malheureusement utilisé des feutres, des chiffons très abrasifs, et donc ils ont rayé le revêtement. Le résultat, c'est qu'il devient très difficile à effacer. Il faudra probablement un jour ou l'autre qu'on le change. Voilà, c'est comme ça. Ce qui est bien, c'est d'y aller avec un peu d'alcool. Voilà. Bien. Donc, entrons dans la composition des aéronefs. Alors, voici un avion. Voici un petit avion du même genre que celui que je viens de vous montrer. Alors, celui que je vous ai montré, c'est un DR400, mais c'est les mêmes concepteurs français. M. Jaudery et M. Delay-Montez qui ont conçu cet avion juste après la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens bien, le premier vol de celui-là, c'était 1948. Voilà le Jodel, comme Jaudery et Delay-Montez. Ça, c'est un Jodel, un D108. D'ailleurs, son nom est écrit sur la queue, la Jodel. Voilà. Il a la structure classique de tout avion. Je vous ai mis, évidemment, comme je vous l'avais annoncé il y a 15 jours, dans les préliminaires, la préparation du BIA, que ces slides sont faits en bilingue. Si vous voulez prendre l'option anglais, vous avez là directement une bonne partie du vocabulaire à connaître. Devant le nez de l'avion, qui est grosso modo devant le cockpit, comment on dit, la zone dans laquelle se trouve l'équipage. Devant le cockpit, le nez va comporter un moteur. Ici, le moteur est un moteur à piston engine, qui va mettre en mouvement une hélice, propeller. Le cockpit, à l'intérieur duquel se trouvent les sièges, un certain nombre de commandes et où va se trouver le ou les pilotes, est recouvert par une verrière, canopy. Ensuite, toute cette partie centrale qu'on appelle la cellule, hors moteur, va être composée d'un fuselage. Pourquoi il n'y a pas de traduction? Parce que c'est le même mot en anglais, fuselage. Fuselage, fuselage. Le fuselage qui va supporter une aile c'est un monoplan. En fait, il a une aile. Alors, on dit toujours aile droite, aile gauche, mais en fait, il y a une aile. Les biplans ont deux ailes. Les biplans ont deux ailes, les monoplans ont une aile. Ceci étant, on continue à parler de l'aile droite et de l'aile gauche, même si en réalité, c'est une aile. Voici l'aile. Une aile qui a une surface extérieure supérieure qu'on appelle l'extrado. Alors ça, c'est un terme à connaître impérativement. Extrado. Upper wing surface. Et en dessous, l'intrado. Lower wing surface. Voilà. Extrado, intrado. On verra surtout en aérodynamique que c'est très important de connaître ces deux termes. L'aile a également un bord d'attaque, leading edge, et là un bord de fuite, trailing edge. Donc l'aile a un extrado, un intrado, un bord d'attaque, un bord de fuite. Bord d'attaque parce que c'est là que l'air attaque l'aile, et bord de fuite parce que c'est par là qu'il s'en va.
L'extrémité de l'aile s'appelle le saumon. C'est en anglais wingtip. Il n'y a qu'en français qu'on parle de saumon. C'est une vieille... c'est une survivance de l'époque où on mettait un espèce de gros bloc de bois là, sur les bords. Parce que si le pilote ne faisait pas bien son atterrissage, il avait l'extrémité de l'aile qui touchait par terre. Donc pour éviter de détruire l'aile, on y mettait un espèce de gros bloc de bois, qu'on a appelé le saumon. Pour que si ça frotte par terre, ça ne bousille pas tout. Mais il n'y a qu'en France qu'on parle de saumon. Dites pas salmon en anglais, ils ne comprendront pas. Pour eux, c'est wingtip. Voilà. Enfin, quand on continue vers l'arrière, nous aurons ici la queue. La queue qui est tout un ensemble, qui va comporter une partie fixe qui s'appelle la dérive, vertical fin, une deuxième partie fixe qui s'appelle l'empennage horizontal, empennage vertical, empennage horizontal, horizontal fin, vertical fin. Voilà. Et sur ces parties fixes sont éventuellement fixées des parties mobiles, qu'on va appeler des gouvernes. Je vais revenir après sur les gouvernes. On trouve au bout ici une roulette de queue, tail wheel, associée à un train principal. Nous allons voir qu'il y a d'autres types de trains d'atterrissage. Ces trois-là formant le train d'atterrissage. Train principal, deux roues principales et une roulette de queue. Enfin, l'aile wing, je n'ai pas dit, voilà. Enfin, on va parler des gouvernes cette fois-ci. Donc, ce sont des parties non plus fixes. L'aile est fixe, l'empennage est fixe, mais sur ces éléments fixes sont fixées des parties mobiles que nous voyons très bien sur cet avion-là. Mais sauf qu'à distance, tout le monde ne va pas le voir. Donc, je vais le sortir. Voilà. Voici une autre maquette. Vous voyez ici, sur les ailes, des parties mobiles qui s'appellent les ailerons et qui sont commandées, on verra après par le manche. Et sur l'empennage, deux parties mobiles, l'une qui s'appelle la profondeur, la gouverne de profondeur, et l'autre qui s'appelle la gouverne de direction. Ce sont des parties mobiles qui vont servir à diriger l'aéronef. J'espère que ça ne passe pas devant la caméra. Voilà, je vais le poser là. Donc nous trouvons à l'extrémité des ailes des parties, l'aile est fixe, et voilà des parties mobiles aux extrémités de l'aile, qui s'appellent les ailerons. Là aussi, pas de mot en bleu, parce que aileron en français se dit aileron en anglais. C'est le même mot. Au niveau de la queue, on va trouver une première gouverne mobile qui se trouve attachée à la partie fixe horizontale, l'empennage horizontal, qui s'appelle la gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur, en anglais elevator, comme un ascenseur. On va voir d'ailleurs que c'est assez proche comme concept. Deuxième gouverne attachée à la partie fixe de l'empennage, à la partie de l'empennage vertical, la gouverne de direction, rudder. J'ai fait le tour des composantes que vous allez retrouver dans tous les avions. Alors le moteur ne sera pas forcément un moteur à piston, il n'est pas forcément devant, il peut être derrière, mais vous trouverez des ailes, des gouvernes, un train d'atterrissage, un cockpit, un fuselage. Voilà. Éventuellement, il peut y avoir quelques variantes dans la position de ces éléments, mais tous ces éléments-là seront présents dans un avion. Après, ça va changer un tout petit peu, parce qu'on peut retrouver des petites choses en plus. Mais là, je suis parti du presque plus petit avion qui a été construit depuis la guerre en France et qui a eu un énorme succès parce qu'il a eu toutes ces variantes qui sont sorties derrière, tous les Robins, les DR300, puis les DR400, etc. Là, je suis à l'autre extrémité du spectre.
voici un magnifique Airbus A380, le plus gros avion de transport de passagers construit au monde. Ce n'est pas le plus gros avion qui ait jamais été construit. L'Antonov, le Myria Antonov 225 était plus gros. Beaucoup plus gros. Mais là, ça a été le plus gros avion de transport de passagers construit au monde et mis en service. Airbus A380. Vous y trouvez exactement la même chose. Bon, dans le nez, il n'y a pas de moteur parce que les moteurs, ils sont sous les ailes. Okay. Qui plus est, les moteurs, ce sont des moteurs à réaction, donc des réacteurs, qui s'appellent jet engines. Là où sur le précédent, on était sur un moteur à piston, un piston engine. Donc on est passé là à un jet engine. Voilà, ils sont sous les ailes dans des choses qui s'appellent des nacelles. On a d'ailleurs, c'est pas marqué. Vous avez un cockpit. Et puis, comme celui-là, il est destiné à faire du transport, vous avez une cabine dans laquelle va se trouver, dans ce fuselage, eh bien, contrairement au petit Jodel qu'on a vu juste avant, qui transporte personne d'autre que son pilote, ici, il transporte des passagers, du fret, voilà. Ça s'appelle la cabine. Mais il y a un cockpit, comme partout, avec canopy, donc avec des pare-brises. Il y a évidemment des nacelles qui sont suspendues à des pylônes. Vous avez des ailes, comme sur n'importe quel avion, avec évidemment ailes leading edge, trailing edge, bord d'attaque, bord de fuite. L'intrado est là, l'extrado est dessus. Les ailerons, exactement comme sur un avion tout ce qui est plus classique. Un empennage horizontal avec une gouverne de profondeur, un empennage vertical avec une gouverne de direction. Alors ici, sur l'A380, il n'y a pas de partie fixe. La totalité de l'empennage bouge. Je pourrais vous montrer ça la prochaine fois. On ira dans le hangar et vous verrez la différence entre un Piper PR28 qui a une partie fixe et une gouverne de profondeur mobile et un HR200 où c'est la totalité de la profondeur qui bouge. Ça ne change pas grand-chose. Dans le cas où la totalité de la profondeur bouge, ça rend la commande beaucoup plus efficace. Elle est extrêmement puissante. Il n'y a pas juste un petit bout qui bouge, il y a la totalité qui bouge. Donc évidemment, ça, son effet est très important. Vous avez 2-3 petites choses en plus sur ça. Déjà, la voilure, au lieu d'être une voilure droite, est une voilure en flèche. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais vous avez quelque chose que vous n'avez pas sur l'avion précédent. Vous avez ici des winglets à l'extrémité des ailes. L'extrémité des ailes est recourbée. Donc, au bout de l'aile, on va y mettre quelque chose qui est recourbé. Voire qui est carrément comme ça, à angle droit. Le son, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Pardon, excusez-moi, mais j'ai un problème, ce micro est instable. Donc de temps à autre, il coupe, pour une raison que j'ignore. Voilà, c'est revenu. Monsieur, on n'a encore plus de son. Mais qu'est-ce qu'il a, cet studio de micro là? Bon, c'est bien le bon micro qui est sélectionné. Voilà, c'est bien le bon micro. Là, on vous entend, là. Là, c'est bon. Oui. Non, mais je sais, de temps à autre, ça, je ne sais pas pourquoi, il décide
il décide de supprimer le micro, donc pour une raison que j'ignore. Vous n'hésitez pas, hein, dès que ça coupe, vous me le dites immédiatement. Bien. Donc, vous avez quelques winglets. Ça existe aussi de plus en plus sur les petits avions. Vous avez 3 particularités que l'on voit sur certains petits avions, mais d'autres qu'on ne voit que sur les gros. Vous avez des volets. Alors, où est-ce qu'ils sont? Vous avez des volets ici. Ça, ce sont des volets. On va voir un peu plus loin comment ils fonctionnent. Et vous avez sur le bord de fuite, donc ce qui s'appelle des volets. Le terme anglais, c'est flaps. Et vous avez sur le bord d'attaque des becs de bord d'attaque qui s'appellent d'ailleurs pas des leading edge flaps, mais on appelle plutôt des slats. On reverra le terme plus tard. Slats, S-L-A-T. Et le troisième truc que vous trouvez, alors cette fois-ci absolument que sur des gros avions, c'est l'APU. APU se trouve ici dans la queue de l'avion. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller prendre un avion un jour dans un gros aéroport et qu'on vous y a emmené en autobus et qu'on vous a fait monter à pied sur la passerelle, eh ben, vous vous êtes rendu compte en approchant de l'avion qu'il y a une espèce de machin qui fait un boucan d'enfer et qui siffle comme c'est pas possible. Et ben c'est ça. Ça, c'est une petite turbine qui sert à fabriquer de l'électricité pour alimenter l'avion tant que les moteurs ne tournent pas. Parce qu'évidemment, quand un avion est arrêté sur un parking d'aéroport et qu'il est en train d'embarquer des passagers, les moteurs, là, ils sont arrêtés. Heureusement, parce que sinon, je ne vous raconte pas les dégâts que ça ferait. Donc, les moteurs sont arrêtés, mais il faut bien, à l'intérieur, éclairer l'avion, alimenter l'hydraulique, alimenter le cockpit et les systèmes. Donc, on a un auxiliaire de puissance utile. APU, c'est auxiliaire de puissance utile. Donc, c'est une espèce de petite centrale électrique qui fournit de l'électricité à l'avion quand il est au sol. APU, auxiliaire de puissance utile. Et ça tombe bien parce que le terme anglais, c'est Auxiliary Power Unit. Encore une fois, le sigle est le même. APU. Tout le monde parle d'APU. Hein. Ça m'étonnerait qu'on vous demande ce que ça veut dire. APU, tout le monde connaît, et c'est le même sigle partout dans les deux langues. Voilà. Donc, vous voyez, ça a beau faire 530 tonnes, ce machin, alors que celui-là, là, il pèse à peine 700 kg, tout compris avec son pilote et son essence. Il doit faire 650 kg. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement la même chose. Il a la même structure. Alors, quand on va arriver sur ça, qui est un avion de chasse, là, on va commencer à avoir 2-3 petites choses un peu spécifiques. Pourquoi? Parce que pour faire du 150 km/h avec un Jodel ou pour faire 850 km/h avec un Airbus, on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes que quand il faut faire Mach 2,2 avec un Mirage. Dès que l'on doit aller à des très grandes vitesses et donc développer des très grosses puissances, on est obligé de faire des choix aérodynamiques un peu différents. Donc, par exemple, il n'est plus question d'avoir une aile droite. Hein. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Voilà une aile delta. Voilà une aile delta qui n'a plus rien à voir avec une aile droite ici. L'aile droite, vous voyez, elle est perpendiculaire au fuselage. Une aile en flèche, dès qu'on commence à vouloir aller un peu plus vite, il va falloir avoir une aile en flèche. Vous voyez, là, elle a une flèche d'à peu près 35-40 degrés. Et quand on va commencer à franchir le mur du son, là, il n'est plus question d'avoir une attaque droite. Ce n'est pas possible. La pression serait tellement élevée qu'aucune structure ne résisterait. Donc, on va mettre une aile delta. On va, du coup, avoir les mêmes problèmes qu'avec un avion classique. Il va falloir mettre des becs de bord d'attaque. Il va falloir avoir des volets. Le seul problème, c'est que les volets, ici, il va falloir les conjuguer avec les ailerons. Donc, en fait, il fait
il fait aileron et volet. Il y a des saumons d'aile, il y a une gouverne de direction, il y a un empennage vertical, il y a un cockpit. Okay, par contre, là, il va y avoir des petites choses un peu originales. Le moteur étant à l'intérieur, j'ai une entrée d'air ici. Air inlet. C'est un avion de combat, il lui faut un radar. Alors, l'avion civil a un radar aussi, qui est d'ailleurs dans son nez, mais qui lui sert essentiellement à la météo. Dans l'A380, vous avez un radar ici, dans le nez. Là, le nez, il y a un radar dedans, mais qui est un radar météo, qui permet de voir les nuages, la grêle, la pluie devant lui. Par contre, l'avion militaire, lui, la météo, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est l'ennemi. C'est repérer l'ennemi, viser et faire en sorte que son missile arrive à destination. En plus, comme on doit aller très vite, c'est assez petit, les avions de chasse. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas grand. Parce que sinon, ça ne pourrait pas voler vite. Donc, pour voler vite, il faut un machin pointu et trapu. Donc, du coup, où je mets l'essence, là? Bah, je ne vais pas en mettre beaucoup. J'en mets un peu là, j'en mets un peu là. Résultat, il a besoin d'être ravitaillé régulièrement. Un Mirage, un 2000D, là, je ne sais plus combien il avait, il a 1h10, quand il a les pleins complets. Plus un bidon sous le ventre, il a 1h10 ou 1h15 d'autonomie. On dit qu'il faut qu'il trouve une station-service vite fait. Sinon, la suite du programme n'est pas terrible. Résultat, alors, soit il part pour des grands trajets, auquel cas il emporte plein de bidons sous les ailes, parce qu'il n'y a presque pas de place à l'intérieur pour mettre de l'essence. Soit, s'il est en mission, il ne va pas prendre beaucoup de bidons, il va en prendre qu'un seul, mais ça veut dire qu'il y a quelque part un avion ravitailleur qui fait des ronds dans l'air et il vient régulièrement se ravitailler. Il vient refaire le plein pour continuer sa mission. D'où la nécessité d'avoir un ravitaillement en vol. Donc, il va aller chercher une tétine pour récupérer 5, 6, 7, 8 tonnes de carburant pour repartir pour 1 heure de plus. Donc, toutes les heures. Alors, s'il a beaucoup de bidons, il doit avoir 2h30 ou 3 heures d'autonomie, je pense. Mais, et encore en croisière économique, donc à condition de voler à 750-800 km/h, pas plus. Dès qu'on est en supersonique, c'est monstrueux la consommation d'énergie. Voilà. Donc, lui, il a besoin d'une perche de ravitaillement. Qu'est-ce qu'il a encore en plus? Eh ben, il y a quelque chose qui manque là. Il a une gouverne de direction avec un empennage vertical. Il a une aile. Où est l'empennage horizontal? Il n'y en a pas. Comme c'est une aile delta, ici, les ailerons vont servir à la fois de contrôle de l'inclinaison, aileron, et de contrôle de la profondeur au niveau tangage. Donc, sur l'aile, vont se trouver à la fois à l'extérieur la partie aileron et à l'intérieur la partie profondeur. Ils vont être regroupés sur l'aile. Comme l'aile va jusqu'au bout, on va se servir de ça. Enfin, vous avez une particularité qu'on n'a pas sur un avion civil, c'est une tuyère orientable. Ici, la tuyère de sortie du réacteur, elle souffle vers l'arrière, elle permet d'avoir de la puissance et de la vitesse. Ici, la tuyère est très importante parce qu'elle va permettre de réduire la taille du flux et donc d'accélérer la vitesse des gaz lorsqu'on va être supersonique. Pour passer en supersonique, il faut des gaz qui s'éjectent plus vite que la vitesse de l'avion. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, la tuyère va servir à accélérer ou ralentir la vitesse des gaz. On va y mettre de la post-combustion et même, sur le Rafale, elle est vectorielle. C'est-à-dire que pour l'aider à tourner plus vite, la tuyère est orientable. Est-ce que vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît? On voit rien. D'accord, je vais le faire. Vous voyez rien, c'est-à-dire vous voyez l'écran, c'est tout, mais vous ne me voyez pas moi. Voilà. C'est mieux là? On va dire que c'est bon. Ok. Voilà donc un avion de chasse. Un hélicoptère. Un hélicoptère a lui aussi une cabine. Donc un cockpit avec les pilotes. Celui-ci est un hélicoptère qui peut emporter, ça c'est une gazelle de l'armée de terre, de l'ALAT, l'aviation légère de l'aviation de terre, peut emporter 3 personnes à l'arrière. Donc il y a une cabine.
peut emporter donc ou des secouristes, ou du personnel d'observation, ou des combattants, ou un tireur. Donc cet hélicoptère a un cockpit, une cabine, un fuselage, un avion. Là, son moteur est en fait une turbine avec l'échappement de la turbine. L'échappement de la turbine étant une tuyère, mais il n'y a pas de pression importante là-dessus. La turbine sert à faire tourner le rotor principal. Rotor dont les pales vont obtenir la sustentation. Vous voyez d'ailleurs ici un hélicoptère qui est manifestement en plein décollage et prise de vitesse parce qu'il a avancé le nez et qu'il est en train d'utiliser sa portance vers l'avant pour créer un mouvement vers l'avant. Les pales, blade, il a un empennage vertical qui va stabiliser sa trajectoire. En fait, il n'y a qu'une partie fixe, il n'y a pas de partie mobile sur l'empennage d'un hélicoptère. C'est le rotor qui va soit servir en ligne droite à maintenir l'hélicoptère sous son rotor sans que l'hélicoptère se mette à tourner sous le rotor, mais en ralentissant ou en accélérant le rotor de queue, ça va permettre de déplacer l'ensemble de la cellule, comme le fait la gouverne de direction d'un avion. Et c'est tout ce qu'il y a de particulier. Vous voyez, on retrouve, en dehors du fait qu'au lieu d'avoir une hélice devant, comme sur un avion à hélice, ou un réacteur qui pousse derrière, comme sur un avion à réaction, et ben là, on a un rotor au-dessus qui fait à la fois la portance et la traction. Voici la structure d'une fusée. Alors que ce soit une Vostok russe, mais dont certains exemplaires ne décollent pas de Baïkonour comme ici, mais maintenant ils décollent également de Kourou en Guyane, ou Ariane 5 que vous voyez là, avec ses deux boosters, Ariane 5 a un étage principal, dit cryogénique parce que le carburant qui est utilisé là et le comburant sont tous les deux à l'état liquide à moins 160 degrés. Donc c'est de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Vous avez donc ici pareil un étage. Alors lui il a un étage de décollage, donc il va se séparer très vite pour continuer avec l'étage principal. La fusée Ariane 5, elle, son étage principal c'est ça, mais il y a deux boosters. On appelle des étages auxiliaires à poudre, mais on les appelle boosters, solid fuel stage. Là, vous avez du carburant liquide, oxygène et hydrogène liquide. Là-dedans, c'est de la poudre, comme les fusées de feu d'artifice. C'est de la poudre. Alors, des étages à poudre qui vont apporter la poussée nécessaire pour faire décoller tout ce bazar. Vous avez ensuite un équipement, éventuellement un étage secondaire, ce n'est pas le cas là. D'accord? Et la charge utile se trouve sous la coiffe, qui vient juste, c'est un gros machin en plastique, le plus léger possible, et qui vient protéger ce qui est à l'intérieur, tant qu'on est dans l'atmosphère. Parce qu'une fois qu'on est sorti de l'atmosphère, on s'en fout. Il n'y a plus de frottement. D'accord? Il n'y a plus de force aérodynamique. Alors que tant qu'on traverse l'atmosphère, on va prendre de la vitesse, donc on va protéger la charge utile. Dans le cas de Vostok, ici, non, Soyouz, c'est pas Vostok, ça c'est une Soyouz. Soyouz, ici, il y a une capsule avec des gens dedans. Donc, si jamais ça se passe mal, il y a ici une fusée de sauvetage. Une grosse fusée à poudre qui va permettre de déconnecter la capsule pour sauver l'équipage. Parce que si ça explose, ça, pas terrible. Ça arrive de temps à autre qu'une fusée explose. C'est encore arrivé. Donc là, ici, pour l'instant, on n'emmène jamais de passagers. Ariane n'emporte que du fret. Donc des satellites, des équipements, du ravitaillement alors du ravitaillement non, parce que c'est eux qui le font pour la station internationale. Voilà. Alors, les moteurs d'une fusée sont des moteurs dits des moteurs fusées. Le moteur fusée, contrairement au réacteur ou au moteur à piston, n'utilise pas l'air de l'atmosphère. En effet, sur le jet qu'on a vu juste avant, ici, vous avez des entrées d'air. Il prend de l'air, il va se passer un certain nombre de choses là-dedans, on brûle du carburant et on éjecte de l'air chaud.
Pareil, sur le moteur à réaction de l'avion, vous avez une entrée d'air, le réacteur qui va produire de l'air chaud avec ces gaz. De même, lui là, devant là, vous ne le voyez pas, mais vous avez une entrée d'air qui est là sous le moteur qui permet d'alimenter en air le moteur. Votre voiture ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas d'air. Le problème, c'est quand on sort dans l'espace, dès qu'on sort dans l'espace, d'ailleurs, tiens, l'hélicoptère aussi, là, sa turbine, elle a une entrée d'air ici. Là. Okay, la turbine, elle fonctionne avec de l'air. Le problème de la fusée, c'est qu'elle va sortir dans l'espace, et dans l'espace, il n'y a plus d'air. Donc, il faut un moteur qui soit capable d'être autonome. Donc, il a son carburant et son comburant. Donc, il a à la fois de l'hydrogène carburant et de l'oxygène pour brûler l'hydrogène. Pareil d'ailleurs pour la fusée Soyouz. La Vostok avant, le prédécesseur de la Soyouz, qui était la fusée Vostok, elle fonctionnait avec de l'oxygène liquide et du kérosène. Elle brûlait de l'essence. Mais comme, évidemment, dans l'espace, il n'y a pas d'air, il fallait emporter l'oxygène nécessaire pour brûler le carburant. C'était d'ailleurs un poil moins intéressant, mais beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Voilà. Donc, des variantes de certains aéronefs. Voilà les fusées qui lançaient les navettes spatiales, qui étaient accrochées à la fusée. Même principe que Ariane, hein, un étage principal qui était en fait un très très gros réservoir avec un moteur qu'on ne voit pas parce qu'il est derrière la navette. La navette elle-même utilisait une partie de ce carburant pour brûler dans ses 3 moteurs à elle. Et il y avait 2 énormes boosters à poudre qui fournissaient la poussée initiale nécessaire pour s'arracher du sol. Voilà, réservoir extérieur, 2 boosters de décollage. Voilà. Une navette qui, elle, pouvait revenir en planant. Dans la navette, la soute pour la charge utile. Voilà. Un satellite, une fois qu'il est en orbite, lui, il a grosso modo plus beaucoup de force qui s'applique à lui. Néanmoins, on va lui mettre des tout petits moteurs, souvent des moteurs à plasma, qui vont lui permettre de modifier son orbite, sa trajectoire ou sa position sur l'orbite. Ne serait-ce que pour tourner les panneaux solaires vers le Soleil ou pour tourner son antenne vers le sol dans le cadre des transmissions qu'il va faire. Donc, on a des antennes, on a des panneaux solaires qui vont l'alimenter en électricité et des petits moteurs fusées qui vont lui permettre de se repositionner. Un concept important parce qu'il y a eu une année une question là-dessus, mais j'en ai jamais revu depuis. L'indice de structure d'une fusée, c'est la performance de la fusée. Masse à vide par rapport à masse au décollage. Donc, si une fusée est très performante, sa masse à vide est la plus petite possible. Voilà. Donc, en fait, grosso modo, on va regarder s'il faut beaucoup de ferraille pour mettre dedans du carburant et un moteur. Donc, grosso modo, on va emporter beaucoup de ferraille pour rien ou très peu de ferraille parce qu'on a fabriqué ça avec des matériaux très légers, très solides, très économiques. On va mettre la même quantité de carburant et avoir la même puissance pour une structure qui est moins lourde, sera beaucoup plus performante que la même quantité de carburant et la même puissance avec une structure lourde. Donc, plus la masse à vide est faible par rapport à la masse totale, carburant et moteur inclus, plus c'est performant. Plus on va avoir quelque chose qui va être performant et qui va permettre d'emporter une masse importante. Alors là, je saute parce qu'ils sont restés dedans, mais je vais les virer. Voilà, ça c'était la partie qu'on va revoir en histoire. En fait, ce support avait été fait avec les 2 chapitres entremêlés, mais je préfère faire le chapitre histoire plus tard et à part. Vous les retrouverez dans un autre support. Alors, deuxième partie de l'aérodynamique des cellules. Vous avez vu que là, on a fait, si je reviens sur le plan, voilà, on a vu la composition générale. On va parler de l'aérodynamique des cellules et on va traiter encore aujourd'hui des dispositifs hypersustentateurs. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps de voir les 3 derniers points. Peut-être qu'on arrivera jusqu'au train d'atterrissage parce que ça va aller assez vite. Par contre,
donc dans 3 semaines, parce qu'il n'y a pas de cours la semaine prochaine et la suivante, c'est les vacances scolaires. Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Le prochain cours, c'est le 6 novembre. Okay, il n'y aura pas de cours donc le 23, pas de cours le mercredi 30. Et le prochain cours, c'est le mercredi 6. Et d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous dire que le mercredi 6, il aura lieu ici, normalement. Craïf Bureau. Eh ben non. Craïf Bureau, il a lieu à Levallois. Donc, je serai à Levallois, donc il sera en ligne. Il sera uniquement en ligne. Donc, ça sera ni ici ni à Morez, ça sera à Levallois. Donc, ça sera en ligne uniquement. Le 6 novembre, prochain cours. Et ça sera les commandes de vol et la structure des cellules. Et ça, c'est assez long, c'est un gros morceau. Donc, la configuration. Donc, ça, c'est que de la mémoire, hein, entre guillemets. Voilà, typiquement, ce qu'il faut savoir sur les types d'ailes. La forme des ailes. Ça, c'est déjà quelque chose qui va changer qui va modifier la façon dont se comporte l'aéronef dans l'air. Nous avons donc des voilures droites. Autrement dit, le bord d'attaque est perpendiculaire à l'axe de l'avion. Axe de l'avion qu'on appelle la ligne de foie. Donc voilà, l'axe, le rebord, ça c'est classique, c'est standard, c'est comme ça depuis l'éternité. C'est le cas du Cessna qui est accroché là au plafond. C'est le cas de la plupart des avions. Celui-ci là déjà, on lui a donné une légère flèche. On va en parler tout à l'heure. Vous voyez, cet avion-là, cette maquette là, il a une légère flèche. Déjà, il n'est plus tout à fait perpendiculaire à la ligne de foie de l'avion. Voici une voilure trapézoïdale. Donc déjà, le bord d'attaque n'est plus perpendiculaire à l'axe, mais le bord de fuite non plus. On a un trapèze. Ça, ce que vous voyez là, alors ce que vous voyez ici, c'est un avion de reconnaissance américain créé avant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été fabriqué à des dizaines de milliers d'exemplaires, non peut-être pas des dizaines, mais au moins des milliers d'exemplaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il a énormément servi d'avion d'observation, de reconnaissance. Il était très très lent, très silencieux, très maniable, permettait d'aller faire de l'observation et de la reconnaissance, ou surtout d'allonger ici un blessé et de faire de l'évacuation sanitaire. Il a sauvé des milliers de vies. Et il s'appelle le J3 dans son numérotation militaire. C'est Piper qui a créé cet avion. J3 et sa version civile, c'est le PA-18. Piper PA-18. C'est une jolie petite machine, absolument géniale à piloter. Très maniable, superbe. On n'en a pas ici malheureusement, mais j'en ai piloté. Ça, c'est un avion allemand. Lui aussi, né avant la Deuxième Guerre mondiale et qui était un avion civil, complètement civil, créé par Junkers, c'est le JU-52, Junkers 52, et que les nazis vont utiliser abondamment et faire fabriquer en très grande quantité, qui va être un avion de transport trimoteur. Lui, il a 3 moteurs. Lui, c'est un monomoteur. Celui-ci a 3 moteurs, un dans le nez, 2 dans les ailes. Donc, sa voilure, justement, très particulière, sa structure très particulière, une invention de M. Junkers absolument géniale, qui sont des flaperons. Donc, ce sont des ailerons qui font toute la longueur vont lui donner des caractéristiques de décollage très court, de maniabilité, de possibilité d'atterrir également dans des endroits absolument improbables. Ça va en faire un avion de transport génial, que malheureusement les nazis vont utiliser pendant toute la Deuxième Guerre mondiale pour leur destin de guerre, alors qu'au départ, il n'était pas du tout étudié comme un avion militaire ni un avion de guerre. Voici des ailes en flèche. Donc cette fois-ci, le bord d'attaque de l'aile n'est plus perpendiculaire à la cellule, mais il est incliné vers l'arrière. Voici une aile en flèche. La flèche peut être plus ou moins importante. Alors, il faut savoir que plus la flèche est importante, plus la performance aérodynamique est grande, mais plus la stabilité de l'aile devient problématique à basse vitesse. Donc, évidemment, plus on veut aller vite,
plus il faut reculer l'aile. Mais plus on recule l'aile, l'extrémité d'aile, ce qui lui donne de la performance à haute vitesse, plus ça va poser des problèmes à basse vitesse. On verra après comment on a trouvé le moyen d'éviter ces problèmes. Et évidemment, dès qu'on veut aller très vite, il faut tellement réduire le frottement du bord d'attaque qu'on en arrive à la voilure delta. Ça, c'est subsonique. Ça, c'est un Alpha Jet. C'est ce avion d'entraînement de l'armée de l'air jusqu'à il y a environ 3-4 ans. Ils sont en train d'être réformés. Ça reste encore l'avion de la patrouille de France aujourd'hui, l'Alpha Jet. C'est un avion franco-allemand, bimoteur, 2 réacteurs. Là, vous avez un modèle qui est supersonique, Mach 2,2, Mirage 2000D, monoréacteur, bien qu'il ait une double entrée d'air. Voilà, L delta. Ensuite, voilà des ailes un peu particulières, des ailes elliptiques, donc en forme d'ellipse. Alors, elle n'est pas symétrique, celle-là, alors que celle-ci, elle l'est. Elle est elliptique, symétrique. Ça, c'est un Staggerwing. Beech, Staggerwing, Beechcraft, un avion de luxe. C'était la Mercedes des avions privés des années 30. Développé par Beechcraft Airplanes, biplan, donc 2 ailes, celui-là monoplan, évidemment. Ça, c'est le Spitfire, reconnaissable à sa structure elliptique. Alors là, comme la flèche, en fait, on se retrouve finalement avec une flèche qui augmente au fur et à mesure qu'on va vers l'extrémité. Vous voyez, l'extrémité ici, elle est presque perpendiculaire, et plus on s'éloigne, plus la flèche augmente. Donc évidemment, il est très performant. Mais évidemment, il a un problème de stabilité. Dès que j'augmente la flèche, je diminue la stabilité. Okay, voilà. Et donc, cette aile, elle va donner au Spitfire une supériorité incroyable par rapport à tous les autres avions de l'époque, de la Deuxième Guerre mondiale. Maniabilité fabuleuse. Vitesse. Il va être plus performant que les Messerschmitt Bf-108 et Bf-109. Mais malheureusement très compliqué à poser et à gérer au sol, parce que très instable. Voilà. Le Staggerwing, comme il était en biplan, avait moins ce problème, parce qu'il y avait toujours une aile qui avait un débit d'air suffisant pour avoir sa stabilité. Alors, l'aérodynamique des cellules va se traduire par la performance d'une aile. Ça, c'est une formule à connaître absolument. Ça s'appelle l'allongement. L'allongement, alias, en anglais, aspect ratio. Ah oui, je crois que c'est écrit juste en dessous. Aspect ratio, en français, allongement. Alors, il se trouve qu'une aile a des caractéristiques à la fois de performance dans sa portance, mais également de traînée. Plus une aile est grande, plus elle va résister à la pénétration dans l'air. On verra ça plus en détail dans le chapitre aérodynamique. Mais est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de mettre la main par la fenêtre dans votre voiture? Vous allez remarquer que l'air résiste. C'est ce que l'on appelle la traînée. Tout ce qui se déplace dans un fluide, c'est encore plus évident, vous vous rendez bien compte quand vous êtes à la piscine, que l'eau résiste à votre avancement. Tout ce qui se déplace dans un fluide, le fluide résiste. Plus le fluide est lourd ou visqueux, plus ça résiste. Bon, l'air, c'est pas très lourd, c'est pas très visqueux, mais il n'empêche qu'à 200, 300, 400 km/h, la résistance de l'air existe. C'est même pour ça qu'on a des moteurs sur les motos et les voitures. Sinon, on n'avancerait pas. Et en fait, il sert qu'à une seule chose, c'est à vaincre la résistance de l'air. Eh bien, une aile va créer de la traînée. Elle va créer de la portance, d'accord ? Quand on va se déplacer dans l'air, on va créer de la portance vers le haut, mais en même temps, on va créer de la résistance vers l'arrière. Alors, l'aile, elle a plusieurs caractéristiques. Certes, elle a une surface totale, S, la surface de l'aile. Plus j'augmente la surface de l'aile, plus j'augmente ma portance.
Donc, si je fais un avion très lourd, il faut que je fasse des ailes plus grandes. Hein, l'A380, il a 63 mètres d'envergure. Il a une aile gigantesque. Normal, il pèse 530 tonnes. Donc, pour soulever 530 tonnes, je ne vais pas lui mettre une aile de planeur de 600 kg. Comment je peux augmenter la surface? Je peux augmenter la surface soit en augmentant l'envergure, wingspan, il manque un G là, wingspan. C'est pour ça que je l'ai rajouté sur le... Soit, je n'augmente pas l'envergure, mais j'augmente la corde, la profondeur de l'aile. Si je veux augmenter la surface, j'ai deux solutions. Soit j'augmente la longueur de l'aile, l'envergure, soit j'augmente la profondeur de l'aile, la corde. Le seul problème, c'est que la théorie aérodynamique nous dit que si j'augmente la longueur de l'aile, j'augmente la portance sans dégrader la traînée. Si j'augmente la profondeur, j'augmente la portance en dégradant la traînée. La théorie, un certain nombre de recherches en physique, en aérodynamique, nous disent que l'aile idéale, l'aile parfaite, géniale, elle a une corde nulle et une longueur infinie. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais la fabriquer. Une aile de longueur infinie et de largeur nulle, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Donc, on va chercher les compromis. On va chercher des compromis. Et le compromis, c'est optimiser l'allongement. Plus l'allongement est élevé, si l'allongement est élevé, alors la performance monte, s'améliore. Autrement dit, on va prendre le carré de l'envergure divisé par la surface. La surface à l'air, on la trouve dans la doc. L'allongement, il est connu. Autrement dit, je prends le même avion qui pèse le même poids avec une aile courte et large, il va être beaucoup moins performant qu'avec une aile longue et étroite. Le problème, c'est que allonger l'aile va poser plein de problèmes au niveau de la résistance ici. Parce qu'évidemment, plus vous allongez l'aile, plus la force de torsion va être importante et plus ça va casser là. Parce qu'il faut un longeron à l'intérieur. On va voir ça. OK? Donc, la performance d'une aile va être essentiellement liée à ça. Après, le fait qu'on fasse une flèche ou pas va juste permettre d'améliorer ou pas sa stabilité avec la vitesse. Mais la base de ça, de la performance d'un profil, c'est ça. C'est allongement, carré de l'envergure. Donc l'envergure multipliée par elle-même, divisée par la surface. Donc si je fais des petits exercices, prenons un exercice, et vous allez avoir des questions là, il y en a tous les ans en billard. Je prends un exemple, envergure, je vais prendre une aile carrée, comme ça, un rectangulaire. Ok, voilà l'avion, voilà la profondeur. Voilà, son envergure, 10 mètres. Ok. Et ici, il se trouve que il est rectangulaire, donc vous n'avez pas de corde, de variation de la corde. Autrement dit, la corde au saumon est la même qu'à l'emplanture. Ah oui, ça, c'est deux termes que je ne vous ai pas donnés, mais vous allez les voir. Ça, on a vu que ça s'appelait le saumon, l'extrémité, alias wingtip. Ici, ça là, ça s'appelle l'emplanture. Je me demande si ce n'était pas sur la diapo du donné. Alias, en anglais, wing root. Alors, sur l'exemple qui est là, qui est affiché, l'emplanture est plus large que la corde. Que la corde au niveau du saumon. La corde, c'est-à-dire cette distance-là à l'emplanture, est plus grande que la corde au saumon. Donc ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez la forme de l'aile et sa surface. Vous ne pouvez pas la calculer. Là, dans ce cas-là, c'est très simple.
là, ici, je vais vous mettre une aile qui fait 1,20 m de largeur, grosso modo la largeur de cette table, et 10 mètres d'envergure. Quel est l'allongement? Eh bien, cette aile, elle fait un allongement de 10 mètres fois 10 mètres, le carré de l'envergure, divisé par sa surface. Et sa surface, c'est combien? « 12 mètres carrés. » Okay. Vous voyez d'ailleurs qu'on multiplie des mètres par des mètres, qu'on divise par des mètres carrés. Donc ça, c'est une donnée qui n'a pas d'unité. C'est un coefficient. Il n'a pas d'unité, l'allongement. Et bien là, vous avez un allongement de combien? De 100 sur 12, c'est-à-dire grosso modo 50 sur 6, c'est-à-dire 25 sur 3. Ça fait à peu près 6,1, 6,3. Vous êtes d'accord avec ce calcul? Je vérifie quand même, parce que des fois j'ai des doutes sur mes capacités en calcul mental. Ouais, c'est ça. 8,33. 8,33. Oui, c'est normal. 3 fois 8, là, peut-être. 8,33. Je prends un autre avion qui va avoir la même surface à l'air, qui fait 100 mètres carrés, mais avec une envergure de 15 mètres. D'accord? Et ici, Monsieur, on vous entend. 8. Je ne disais rien. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne disais rien, c'est tout. Je faisais juste une pause dans ma phrase. Je vais prendre un exemple numéro 2. Ça, c'est l'avion numéro 1. Regardez, je prends l'avion numéro 2. Il a 80 cm de corde. Monsieur, le son, s'il vous plaît. Alors que ça allait bien. Voilà. Je disais donc, exemple numéro 2, on va prendre un deuxième avion avec 15 mètres d'envergure et 80 cm de corde. Sa surface, 8 x 15, 120 mètres carrés, pareil. D'accord? Sa surface à l'air, 12 mètres carrés. 12,0 mètres carrés. Exactement la même surface, mais des ailes plus étroites et plus longues. Et son allongement est égal à 15 x 15 sur 12. Et vous voyez que 15 x 15, 225 sur 12. Et on va avoir un allongement de l'ordre de combien? On est à 18,75. Et on aura un avion beaucoup plus efficace du point de vue aérodynamique. On aura une aérodynamique beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante. D'où la tendance, surtout quand on va avoir des avions rapides, et vous remarquerez que les jets, ils ont des ailes qui sont finalement relativement étroites par rapport à leur taille et très fines aux extrémités. La différence de profondeur d'une aile sur la plupart des avions de ligne entre l'emplanture et l'extrémité est très grande.
on va réduire très très vite la corde de l'aile vers l'extrémité, de façon à améliorer les performances, donc diminuer la traînée et améliorer l'efficacité aérodynamique. Voilà. Donc là, la question de l'allongement, c'est un concept de base fondamental sur la performance des ailes. Alors, je vais aller un peu plus vite sur le reste maintenant. Les ailes ont d'autres caractéristiques. On a vu qu'elles pouvaient être plus ou moins inclinées vers l'arrière. Donc la différence entre une aile droite ou une aile en flèche. Et aile droite, aile en flèche. Mais elles peuvent également être inclinées dans le plan horizontal. Vous avez ici une aile qui est quasi parfaitement horizontale, alors même si elle est flexible. Donc là, vous avez un AWACS qui est construit sur la base d'une structure d'un Boeing 707, mais évidemment pas avec les mêmes moteurs, etc. Voilà. Là, le plan de l'aile est quasiment plat. Voici un avion avec un dièdre positif. Les ailes ne sont plus à plat, mais elles montent au fur et à mesure qu'on se dirige vers les extrémités. Ça, c'est ce qu'on appelle un dièdre, l'angle entre le plan horizontal et l'aile. Si un dièdre est positif, l'avion est beaucoup plus stable. Donc, par exemple, tous les petits avions et surtout les avions écoles vont être des avions avec des dièdres positifs. Quand on va vouloir un avion volontairement instable, c'est-à-dire plus maniable, on va prendre des avions de voltige, ils vont avoir un dièdre nul. Quand on fait un avion comme celui-ci, l'Alpha Jet, que je vous ai déjà présenté, ça, c'est un avion d'entraînement destiné à simuler le comportement d'un avion de chasse. Il a un dièdre négatif. Il est volontairement instable. Pourquoi est-ce qu'il est volontairement instable? C'est parce que ça lui permet d'être extrêmement maniable et extrêmement réactif, très réactif aux sollicitations du pilote. Et donc, évidemment, facile à mettre en virage, en vrille, etc. La position des ailes peut également être variable. Voici une aile haute. Vous avez ça, par exemple, sur les Cessna ou sur l'ULM qui est garé là sur le parking. Vous voyez, ça, c'est une aile haute. Vous avez des ailes basses. C'est le cas d'un très grand nombre d'avions. Ceci, là, je crois que c'est un broussard, ça. Sauf si c'est un DHT. Pas évident. Ça, c'est un avion de voltige, ça. C'est un extra, d'après ce que je vois. Voilà. Aile basse. Et voici une aile médiane. Voici un Fouga Magister, ancien avion de la patrouille de France. Aile médiane. La plupart des planeurs ont des ailes médianes. La grande majorité des petits avions ont des ailes basses et la quasi-totalité des avions de ligne, tous les avions à réaction de ligne ont des ailes basses. Par contre, à l'inverse, la grande majorité des avions à hélice turbopropulseurs de ligne, ATR-42, Dash 8, ATR-72, Saab, etc., ont des ailes hautes. La forme des fuselages. Vous avez des fuselages carrés. Ça, c'est un indice. Des fuselages cylindriques. Oui. Ça change quoi si l'aile est haute, basse ou... Alors, ça a des petits effets pénibles qu'on appelle l'effet de sol ici. Quand on va atterrir, l'aile basse va provoquer ce qu'on appelle un effet de sol, c'est-à-dire un écoulement entre l'aile et le sol qui va empêcher l'avion d'atterrir. Donc, il faut l'anticiper. Il a ce que cet avion-là n'aura pas, presque beaucoup moins, presque pas. Le deuxième alors l'avantage de cette aile-là, c'est qu'en cas, on verra ça dans l'aérodynamique, dans
dans la mécanique du vol, en cas de dissymétrie, il se trouve qu'avec une aile haute, l'avion revient tout seul à une position symétrique parce que le centre de gravité étant en dessous des ailes, il y a un effet pendule qui fait que le poids de l'avion le ramène dans son plan. Alors qu'à l'inverse, lui, s'il est dissymétrique, la dissymétrie va avoir tendance à s'aggraver. Donc, bon, ceci étant, l'immense majorité des avions est comme ça, ce n'est pas un avantage déterminant. On va dire que de toute façon, sur les petits avions, que l'aile soit haute ou basse, ça ne change rien. Aujourd'hui, sur les avions de ligne, par contre, les avions à turbine et à hélice, donc à turbopropulseur, ont tous des ailes hautes. Pourquoi? Parce que là, il y a une hélice qui tourne. Si on avait une aile basse, l'hélice, elle taperait dans le sol. Deuxièmement, les avions à réaction ont tous des ailes basses parce que les réacteurs sont accrochés sous les ailes, ce qui évite des problèmes si on avait placé les ailes. Alors, il y a un avion qui a des réacteurs au-dessus des ailes. D'ailleurs, lui aussi, le A10, là, par exemple, il a les réacteurs, ils sont au-dessus des ailes. Ils sont derrière, en fait, mais ils sont placés plus haut que les ailes. D'ailleurs, les Falcon, etc., ils ont des réacteurs plus hauts que les ailes, mais à l'arrière. Si on plaçait les réacteurs sur les ailes, au-dessus des ailes, on aurait un problème ici de turbulence au niveau des ailerons, etc. Ça poserait des tas de problèmes au niveau de la profondeur qui seraient soufflés par les moteurs. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que quand on a des avions d'affaires avec les moteurs ici, la profondeur, elle n'est pas là, elle est au sommet, elle est en T. Et d'ailleurs, on va voir ça juste après. Là, ça passe très vite. L'aérodynamique des cellules, on a des cellules un peu particulières en coque de bateau, là, pour les avions. Ça, c'est un canadair. Donc, pour pouvoir écoper de l'eau, il faut qu'il puisse amérir, et donc prendre de l'eau. Il peut être adapté donc, à des usages spécifiques. Ou là, le beluga de Airbus, donc, qui a pour fonction de transporter des morceaux d'autres avions. Donc, on lui a fabriqué une cellule en forme d'œuf pour pouvoir rentrer dedans un morceau d'avion à transporter. On a les empennages. Voilà un empennage classique. Voilà. Donc, avec une partie fixe verticale, une partie fixe horizontale et des gouvernes mobiles, gouvernes de profondeur, gouvernes de direction. Mais on a également des empennages en T. Vous voyez d'ailleurs ici très bien la fameuse auxiliaire de puissance utile, avec sa tuyère. La petite centrale électrique qui se trouve dans la queue des avions de ligne. Mais vous avez ici une partie fixe avec sa gouverne de direction, la partie fixe horizontale qui est en haut au lieu d'être en bas, et la partie gouverne de profondeur. Là, cet avion-là a ses moteurs ici, à l'arrière. C'est un CRJ-100. Okay. Les empennages peuvent, dans certains cas, être des empennages monoblocs, comme celui du Mirage 2000 que voilà, ou double, comme celui ici d'un F-18. Pourquoi? Parce que pour être efficace, il lui faut une certaine surface. Le problème, c'est que, pareil que pour les ailes, si j'augmente sa surface en augmentant sa corde ou sa hauteur, je vais créer une perturbation aérodynamique énorme. Voire, j'aurai un avion qui ne rentre même pas dans le hangar. Dans certains cas, on ne peut pas faire des dérives doubles. Cas de l'A340M, vous voyez que l'A340M, il a une dérive monumentale, colossale. Mais c'est normal, il est très gros, il est très lourd, donc il faut une dérive qui puisse être en mesure de le diriger. Voilà. Vous avez des empennages en V. Ça, c'est le cas du Fuga Magister, CM170. Auquel cas, vous n'avez plus un empennage vertical, un empennage horizontal, mais un empennage en V qui a la double fonction de profondeur. Si par exemple on rapproche les deux comme ça, hop, ça fait profondeur. Mais si on oriente les deux en même temps, ça fait dérive. D'accord? Si je déplace les deux parties dans le même sens, ça va déplacer mon avion comme une gouverne de direction. Si je les déplace en sens opposé, à ce moment-là, en sens opposé comme ça, ça va appuyer, ça fait comme une profondeur. En sens opposé comme ça va le soulever. Donc, on a ce qu'on appelle un mélangeur de commandes dans ce cas-là. Et vous avez là aussi, à nouveau, sur un canadair,
dont les deux turbines sont là, avec les hélices. Là, on va avoir un système cruciforme. Pourquoi? Parce qu'on va remonter la profondeur, parce que quand il sera sur l'eau, eh bien, pour que la profondeur ne soit pas trop proche de l'eau, on va mettre une profondeur en hauteur, donc il est cruciforme, avec en plus des stabilisateurs, parce qu'une fois qu'il sera sur l'eau, il y a une grosse perturbation aérodynamique en dessous, et pour éviter ça, on va y mettre des profondeurs. Voilà d'autres types de cellules un peu particulières. Le vol libre, ils n'ont pas d'empennage. Comment est-ce qu'ils se dirigent? Eh bien, le pilote déplace son poids grâce au triangle, et comme il déplace son poids, il va déplacer le centre de gravité, et comme il déplace son centre de gravité par rapport à la portance, eh bien, ça va créer un mouvement soit à droite, soit à gauche. Lui, il ne va pas avoir de gouverne. Il va se déplacer uniquement en déplaçant son poids. Et ça va être la même chose ici avec un parapente. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer sur les suspentes. Ça va réduire la taille des oreilles. Comme ça réduit la taille des oreilles, eh bien, la portance va se déplacer. Et donc, lui, il va tourner du côté opposé à l'oreille fermée. Je ferme une oreille. Je diminue. Non, qu'est-ce que je fais avec? Il va se déplacer. Je déplace la portance par là. Voilà. Je déplace la portance par là. Et donc, comme ma portance, je ferme un côté. J'ai donc moins de portance ici et plus de portance là. Je vais partir du côté où je ferme. On part du côté de l'oreille fermée. Parce que mon poids, lui, ne se déplace pas. Mais en fait, il se déplace relativement à l'aile. Enfin, on va arriver au train d'atterrissage. Pardon, qu'est-ce que je fabrique là? 2. L'aérodynamique des cellules, ouais, c'est ça. Bah, ça, c'était voilà, les ailes, les profondeurs. Et on passe, on a fait le 3, les profondeurs. Voilà. Et maintenant, les trains d'atterrissage. Et comme il est l'heure, j'arrête. Et on traitera les trains d'atterrissage et la suite de la partie structure des aéronefs le 6 novembre. Le 6 novembre à 16h30. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci, monsieur. Bonne soirée. Et je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.